Bonjour Laurent Hénard. Bonjour. Vous êtes maire de Nancy, vous êtes coprésident du Parti radical. Le président de la République, hier, au Collège des Bernardins, devant les évêques de France, a expliqué qu'il fallait que soit réparé le lien entre la France et l'Église. Est-ce qu'il faut réparer ce lien? Je pense surtout que la laïcité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de lien entre l'État et les églises d'ailleurs. Parce que la situation française est une situation où il y a une réelle diversité religieuse. Puis il y a aussi une diversité de croyances. Il y a des gens qui ne croient pas, qui n'ont pas de conviction religieuse. Est-ce que ça empêche qu'il y ait un lien entre la République et l'Église ? Je crois surtout que dans un régime laïque, et je pense que la France est forte de sa laïcité, évidemment pour les radicaux, c'est quelque chose d'essentiel, je pense que dans un régime laïque, il faut bien montrer justement que l'État n'a pas de lien avec les religions. Ce sont deux choses complètement distinctes. Le travail de l'État, c'est des services publics, je dirais, du quotidien. S'il faut prendre un mot religieux, c'est des actions du temporel. Oui. Et puis ensuite, chacun peut trouver sa voie spirituelle. Je dis bien peut trouver. Certains ne vont pas croire. D'autres croiront dans une religion ou catholiques, dans protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, autres. Est-ce que ce non-lien, en réalité, n'était pas devenu une forme d'hostilité entre la République et l'Église, les catholiques en particulier? Je crois pas. Je crois pas que le fait... C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron, hein? Oui, mais justement, je crois pas. Je crois pas que le fait de dire devant des évêques que tel ou tel lien mérite d'être revivifié va faire que quand le débat arrivera sur des sujets qui, pour une partie des catholiques, est très sensible, je pense au débat qui s'annonce par exemple sur la PMA, je pense à d'autres points sur la fin de vie, ou sur la fin de vie, je ne pense pas que ça empêchera que le débat s'enflamme. On a déjà vu que le mariage pour tous, en plus, ce sont parfois des communautés différentes qui s'opposent. Oui. Le mariage pour tous, il n'y avait pas que des communautés religieuses. Il y avait aussi des réseaux LGBT qui s'étaient mobilisés en faveur du mariage pour tous et même pour aller plus loin. Donc je pense que le fait d'entrer en fait dans un débat de la conviction et de la spiritualité n'apaise pas le débat public. Il faut l'ignorer. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut l'ignorer ? Je pense par contre que le rôle de l'État et le rôle donc du chef de l'État, c'est de rappeler toujours le principe de laïcité. C'est-à-dire de rappeler que l'État, quand il prend une décision, quand il conduit une politique publique, quand il adopte une loi, le fait sans préférer une religion à une autre, sans prendre position pour une religion au détriment d'une autre, ou pour une conviction, une philosophie au détriment d'une autre. La neutralité de l'action de l'État, c'est fondamental. C'est fondamental, même si, comme le soutient en tout cas Emmanuel Macron, la France a des racines chrétiennes. Mais l'histoire du pays n'a rien à voir. D'ailleurs, je dirais que l'histoire du pays renchérit la valeur du principe de laïcité. L'histoire de la France, c'est quoi? C'est pour une part des guerres de religion. Et l'histoire actuelle de la France, c'est quoi? C'est un terrorisme islamiste qui veut utiliser une religion comme une arme contre nos valeurs occidentales, européennes et françaises. Pas contre les catholiques, contre la civilisation. Contre la civilisation que nous formons et que nous défendons. Donc à un moment donné, je dirais que l'histoire de la France, de l'histoire des rois, jusqu'à celle du terrorisme islamiste d'aujourd'hui, nous apprend que la laïcité est la clé de la paix civile, la clé du fait que l'action de l'État est insoupçonnable et qu'on ne peut pas instrumentaliser des croyances, ce que nous avons parfois de plus profond en nous, contre l'État. Vous pensez qu'il a eu tort de faire ce discours, en tout cas de le faire comme ça ? Je pense qu'en tout cas, une fois qu'il aura parlé aux catholiques, après avoir parlé aux juifs et aux musulmans, il est grand temps qu'il parle de laïcité à tous les républicains. Est-ce qu'il y a une laïcité militante, une espèce de religion de la laïcité? La laïcité, à mon avis, dès qu'on lui met un épithète, on fait fausse route. Voilà. Il y a la laïcité, elle est établie depuis 1905. Simplement, moi je pense qu'elle est encore plus nécessaire aujourd'hui dans ce climat international d'une religion instrumentalisée, l'islam, au bénéfice des terroristes, et puis dans un climat national qui s'enflamme vite autour d'identités communautaires qui d'ailleurs parfois sont là aussi abusivement utilisées. On change complètement de sujet, on parle des grèves à la SNCF, grève à Air France, grève dans les universités. Tiens, dans une université en particulier qui a voté la reprise des cours, je pense à celle de Nancy, vous êtes maire de Nancy, 70% de vote électronique pour la reprise des cours, et cette université est toujours occupée, bloquée. Ce matin, on entendait des étudiants, ou en tout cas certains qui font barrage à l'entrée de l'université, dire on ne cédera pas malgré le vote. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que le président de l'université, Pierre Mutsenart, est dans une situation compliquée. Alors, ce n'est pas toute l'université de Lorraine qui est bloquée. C'est le campus Lettres qui, à Nancy, dès qu'il y a un blocage au plan national, est l'endroit où localement ça bloque. Moi, je pense que le président de l'université, fort du vote, qu'il a eu le courage d'organiser quand même, c'est pas le cas partout,
parce que c'est une initiative du président de l'université que d'organiser une bonne initiative, donc, selon vous. Très bonne initiative. Je pense que là, il se laisse quelques temps, il l'a dit, 24-48 heures, pour, par la négociation et la discussion, débloquer la situation, et notamment la partie du campus LED qui est occupée. Je pense que s'il n'y parvient pas, il faudra bien sûr recourir aux moyens d'ordre public nécessaires. À un moment faire donné, évacuer la fac par la police, par les CRS, par la gendarmerie. L'effectif des bloqueurs n'est pas immense, non, loin de là. Donc je pense que c'est l'acte de rentrer dans une université qui est normalement un territoire qui est... Ça dépend, c'est le président de l'université qui en décide. Je pense qu'à partir du moment où il y a un vote qui est net, qui est large, je crois que s'il n'y parvient pas par la discussion, il faudra qu'il exerce l'autorité publique. Mais il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Je pense que la démarche du président de l'université de Lorraine est la bonne. Commencer par permettre l'expression. Il y a un avis clair qui se dégage, ce qui n'était pas forcément acquis d'avance. 70,5%. Voilà. Fort de cet avis, je crois qu'il faut qu'il fasse entendre raison et sinon qu'il exerce l'autorité. C'est ce qu'il faut faire dans les autres facs, selon vous ? Oui, ça dépend aussi, très franchement, ça dépend aussi du degré de blocage. Vous savez comme moi que l'ordre public, il est là pour protéger des personnes. Soit vous avez une toute petite minorité qui bloque, ce qui est le cas à l'université de Lorraine. Et il faut savoir faire en sorte que la très grande majorité des étudiants suivent leurs cours. Soit vous avez des campus qui sont vraiment embolisés, c'est le cas surtout dans les grandes universités parisiennes. Toulouse, par exemple, Nanterre, Toulouse, Tolbiac. Nanterre, Tolbiac. Et là, il faut prendre les choses avec aussi l'idée de protéger les étudiants eux-mêmes. Le climat change-t-il ? Je veux dire, le climat social en France, on voit les grèves à la SNCF, on voit une forme de mécontentement un petit peu partout sur les histoires de CSG, la limitation de vitesse sur les routes, et Emmanuel Macron qui parle non pas une fois, mais 2 fois à la télévision. Est-ce que c'est le signe qu'il se passe quelque chose en France qui change ? Je pense qu'il y a deux choses qui se cumulent, qui pour l'instant ne se conjuguent pas, mais qui se cumulent. Un, il y a des résistances qu'on connaît. Bon, la réforme de la SNCF est l'exemple typique de ce type de résistance. Ouais. Quoi. Dire qu'on va faire évoluer le statut, c'est forcément enclencher un mouvement social. Et puis, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui se demande quel est le point de justice de la politique du gouvernement. Vous évoquez les retraités, la CSG. Bon, c'est la raison pour laquelle le mouvement radical a toujours défendu plutôt la TVA sociale que la CSG. Oui, oui. C'est justement pour éviter qu'on paraisse faire porter l'effort uniquement une catégorie et pas sur les plus modestes des travailleurs et des retraités. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet sur le curseur de justice sociale. D'ailleurs, quand on écoute les Français, en tout cas dans ma ville, à Nancy, quand j'écoute les habitants, il y a plus une interrogation sur quel effort on va demander aux plus modestes, parce que les gens sont conscients qu'il faut rétablir les comptes. Et là, c'est le débat sur la CSG, et qui va au-delà des retraités. Ça touche les petits fonctionnaires, ça touche les salariés modestes. Le débat porte plus là-dessus que sur la nécessaire réforme de la SNCF. Et donc, vous demandez au président de la République quoi ? De corriger ce centre, ce point d'équilibre ? Je pense qu'il faut qu'il montre qu'il a un souci de justice sociale, effectivement. Je pense surtout que ce qui est important, c'est toujours de montrer le sens des choses. Un seul exemple, la SNCF. À Nancy, qu'est-ce qui préoccupe les habitants, en Lorraine en général ? C'est ce débat sur la carte ferroviaire, en fait. Oui. Quelle carte ferroviaire on veut à l'horizon de 2030 ? Qui dépendra de la région ? Qui dépendra en partie de la région, en tout cas, ça n'est pas dans la réforme aujourd'hui, la réforme de la SNCF. En partie de la région, en partie de l'État, mais qui dépend aussi du statut de l'opérateur. Puisqu'on sait bien que pour accéder au réseau, l'opérateur paye un péage, s'acquitte d'un péage. Et donc, plus la SNCF a des comptes sains, plus elle dégage des marges, plus elle peut financer le réseau et donc permettre sa modernisation. Donc il y a à un moment donné aussi des choses à expliquer. Quel réseau on veut, quel niveau de service, et montrer que finalement l'adaptation du statut de la SNCF est la conséquence de cette ambition. Je crois que parfois il faut revenir au sens des choses aussi. On parlait des universités. Dans les manifestations qui soutiennent les grévistes, on a vu beaucoup de violence, parfois, de façon un peu sporadique, mais de la violence. Est-ce qu'il y a une montée de la radicalité ? En fait, je ne pense pas qu'il y ait une montée de la radicalité, je pense hélas qu'elle est là, depuis, je dirais, la crise de 2008-2009. Quand vous regardez les mouvements sociaux depuis cette crise, ils peuvent très vite devenir violents, je dirais mouvements sociaux et mouvements sociétaux. On évoquait tout à l'heure le mariage pour tous, rappelez-vous, des violences de part et d'autre au moment du débat de ce texte. C'est inquiétant ? Oui, moi, en tout cas, en tant que maire, ça m'inquiète, parce qu'au quotidien, le premier échelon qui est confronté à cette violence latente dans la société, c'était la commune. Et on ressent effectivement que, comment dire, il y a parfois, de la part de beaucoup de populations, soit un sentiment d'incompréhension de ce qui se passe, soit l'impression d'être écarté, d'être délaissé. Je pense notamment à l'impression d'habitants des quartiers ou des campagnes, et ça peut provoquer chez eux des mouvements violents. Une réaction éventuellement violente. Merci Laurent Hénard. Merci à vous.